Bon, voilà à vous, chers frères, aînés comme plus jeunes, qui ressentez l'envie de faire plus grand que ce que vous êtes en train de faire pour l'instant. Rapprochez-vous des aînés ou bien rapprochez-vous des structures qui sont déjà assez établies pour vraiment vous informer, vous former et d'être sur le bon côté. Quand je suis sur le bon côté, ça veut dire formellement, administrativement et financièrement même, juridiquement aussi, parce qu'il y a beaucoup de normes à respecter. Donc rassurez-vous vraiment que tous ces aspects sont observés et lancez-vous. Lancez-vous avec beaucoup de hargne, beaucoup de discipline et beaucoup d'ambition. Voilà. Ne voyez pas seulement le résultat des autres, mais soyez prêts à faire le même sacrifice qu'ils ont fait pour avoir ces résultats. Et je suis sûr que chacun d'entre vous, vous arriverez à obtenir les résultats que vous souhaitez, voire même plus. Donc croyez en vous, je suis sûr que là dehors, il y a beaucoup de génies incompris, comme peut-être moi, j'étais il y a une certaine époque. Mais aujourd'hui, beaucoup voient les fruits et même m'ayant saboté à l'époque, essayent de se rapprocher vers moi pour voir comment ça marche. Bon, et en toute modestie, moi je ne suis pas encore arrivé où je n'ai encore rien, je ne suis pas encore arrivé où je souhaite. Mais en toute modestie, voilà, je reste ouvert et j'encourage tous ceux qui veulent se lancer comme moi à se lancer. Bonjour et bienvenue à cette interview exclusive. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir, d'échanger avec M. Félix Oubé. M. Félix Oubé est le PDG de l'entreprise Félix le Transporteur. M. Félix Oubé est un professionnel reconnu dans le domaine de la logistique et du transport. C'est un domaine qui est parfois oublié, qui est parfois marginalisé. Pourtant, c'est un secteur extrêmement important pour l'économie d'un pays. Avec une solide expérience dans ce domaine, Félix va nous apporter un éclairage précieux sur les coulisses de ce secteur stratégique dans l'interview d'aujourd'hui. Ensemble, nous allons explorer les enjeux, nous allons explorer les innovations, nous allons explorer son expérience sur le terrain, nous allons explorer ses défis. Il va nous parler des difficultés auxquelles il est confronté au quotidien. Il va également nous parler de ses services, il va nous parler plus précisément de ses coûts, ce qui est très important puisque moi aussi je m'intéresse aux chiffres, mes téléspectateurs aussi. Il va également nous parler de son parcours personnel depuis qu'il est arrivé en Allemagne. C'est un secteur qui est extrêmement important, mais on a toujours l'impression, on a toujours tendance à vouloir négliger ce secteur. Félix va également nous éclaircir sur le digital, comment est-ce qu'il implémente les nouvelles technologies dans son activité. Ceci va donc nous permettre, pour nous, profanes, de mieux comprendre ce métier qui est souvent méconnu, mais qui est essentiel pour le bon fonctionnement d'une économie. Je vais donc nous souhaiter un excellent ou alors un entretien riche et agréable et j'espère que vous allez vous régaler. J'espère également que Félix va apporter un peu de lumière dans les zones d'ombre de ce secteur. Je vais nous souhaiter, comme je l'ai dit, un agréable entretien. Et si tu es nouveau dans cette chaîne, si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop, je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Dans cette chaîne, je parle de culture, je parle de sciences, je parle des faits de société, je parle de sport. De temps en temps, je parle d'intelligence financière, je parle également d'investissement immobilier. Q Sans Tabou est une chaîne d'éducation, est une chaîne de conseil, est une chaîne d'orientation, c'est également une chaîne d'éveil. Voilà, si cette thématique t'intéresse, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Voilà. Bonjour à toi Félix et merci d'avoir accepté mon invitation. Ça n'a pas été facile. On a reporté ce rendez-vous plusieurs fois. Tu es un homme occupé qui a beaucoup à faire. Donc, et ça n'a pas été vraiment facile. Merci d'avoir rendu cet entretien possible. Comment tu vas et comment s'est passée ta semaine? Ouais, merci infiniment aussi, cher grand frère Fabrice.
de me donner l'occasion de m'exprimer ici sur ton panel. Je vais très bien. J'espère que tu vas bien aussi, que tes téléspectateurs Merci, vont je vais très bien. Ouais. Ma semaine a été chargée, compliquée comme d'habitude, mais on trouve toujours les voies et moyens voilà quoi, pour réussir à faire ce qui est sur notre feuille de route. Et à chaque jour suffit sa peine, disons comme ça. Voilà. Donc avant qu'on entre dans le vif du sujet, je vais d'abord te féliciter pour ton courage. Voilà un jeune Camerounais qui arrive en Allemagne pour ses études. Après, subitement, il se retrouve dans l'entrepreneuriat sans avoir un parrain ou bien quelqu'un qui a arrêté sa main ou alors des parents qui avaient mis de l'argent dans un compte et tout se battre de soi-même comme ça et puis ouvrir une entreprise. Vraiment, c'est très courageux. Je te dis encore, en fait, toutes mes félicitations pour ce courage. Et j'espère que ton entreprise, tout se passe bien dans ton entreprise. En tout cas, tu vas éclaircir dans l'interview d'aujourd'hui. Ouais. Donc, pour cette interview, j'ai réparti ça en 2 rubriques. Il y a une rubrique où tu vas nous parler un peu de toi, tu vas nous parler de ton entreprise et on va aborder quelques, on va également aborder certaines thématiques sur l'actualité camerounaise. Et à la fin, j'ai réservé également une rubrique sur le quiz où je vais te poser quelques petites questions. Je vais te parler, par exemple, je vais te donner peut-être un nom ou alors un nom politique ou un sportif et tout. Tu vas me dire un peu ce que tu penses de cet individu. Et j'espère que le carnaval te convient. Je suis d'accord. Ok. Donc, avant qu'on entre de plein fouet dans l'interview d'aujourd'hui, je suppose que tu suis l'actualité camerounaise. Actuellement, au Cameroun, il y a une actualité qui brûle. Je ne sais pas si tu connais l'artiste Lidol. Son papa, ouais, bien sûr. Son papa a assassiné un petit enfant de 6 ans. Et vraiment, c'est une actualité qui est actuellement présente au Cameroun. Et ce qui est curieux, c'est que il y a des témoins, il y a assez d'éléments qui démontrent que ce papa a assassiné cet enfant, mais la justice n'a pas encore, il n'est pas encore incarcéré. Donc, j'aimerais savoir comment est-ce que tu as appris la nouvelle et comment est-ce que tu as appris ça. Ouais, j'ai appris la nouvelle via les réseaux sociaux comme tout le monde. Ce matin, je crois, ça fait déjà pratiquement 2 semaines. Ouais, et j'étais choqué parce que l'artiste Lidol, moi je l'aime beaucoup, j'apprécie ce qu'elle fait et les duos qu'elle a eu à faire, les feats, ce sont mes artistes que j'aime beaucoup. Donc du coup, personnellement, j'étais aussi choqué et déçu que une histoire aussi grave ou aussi triste lui soit collée au visage. Voilà. Donc, mais c'est quand même jusqu'à présent, comme tu disais tantôt, la justice camerounaise n'a pas encore, disons, tranché cette affaire pour satisfaire aussi le grand public parce que tout le monde attend qu'est-ce qui va se passer, contrairement à d'autres affaires qui, après 24 heures ou 72 heures, avaient déjà été réglées au Cameroun. Nous sommes surpris qu'une affaire aussi grave n'ait pas encore eu une issue juridique. Donc, moi particulièrement, je ne trouve aucune justification pour cet acte. Il n'y a rien au monde, franchement, qui pourrait justifier cet acte. Sauf si peut-être on a fait ça à ton enfant le matin et toi, dans toute la rage, l'émotion, tu fais ça à l'enfant de l'autre le soir. Malgré ça, ce ne sera pas une justification. Donc, je condamne tout acte de violence aussi criminel et aussi grave. Vraiment que la justice fasse rapidement son travail, quoi. Oui, donc ça ne va pas, c'est pas l'objet de notre interview. On va laisser la justice faire son travail, exactement. Et puis, mais on va quand même, nous souhaitons à cette famille, à la famille de Mathis, nos sincères condoléances. Et que la terre de nos ancêtres soit légère à cet enfant. Actuellement, là où il est, il pleure certainement parce qu'il n'a pas fini ce qu'il est venu faire sur la terre. Sa vie a été abrégée. Donc oui, toutes mes condoléances à cette famille. Nous espérons que la justice sera rendue et que la justice camerounaise va vraiment lire le droit. Donc, revenons donc à notre interview. Avant qu'on ne commence, est-ce que tu peux te présenter de manière brève, nous parler un peu de ton parcours et pour permettre à mes téléspectateurs de savoir à qui nous avons affaire? Ouais, bien sûr. Alors, Félix Oubé, le modeste nom que mes parents ont choisi de me donner. Je suis plus connu, ou vulgairement connu sous le nom de Félix le transporteur. Il y a mon activité depuis quelques années déjà. Je suis venu en Allemagne en 2010, comme beaucoup des gars de ma génération, pour les études, pour les raisons d'études. Et voilà, j'ai suivi mon cursus normal,
cours de langue, c'est-à-dire cours de langue, après affiliation à l'université, et après tu suis ton cycle normalement. Jusqu'à ce que je me rende compte que, voilà, je faisais un peu du surplace. Ou bien je marquais les pas sur place. Disons comme ça, pour ne pas trop rentrer dans les détails. J'aurais pu continuer et finir, mais après, je ne sais pas si de un, j'aurais été aussi compétitif sur le marché d'emploi après, ou de deux, si j'aurais eu la note que moi, je souhaite moi avoir, disons, quand tu fais quelque chose et que tu veux vraiment aboutir à ça. Donc, du coup, je me suis fait orienter par mes professeurs à l'université pour m'orienter, disons, pour faire... C'était d'abord quelle filière? Tu es venu en Allemagne pour faire d'abord quelle filière? J'ai fait économie et gestion. Ce qu'on appelle BVL, économie et gestion. Des entreprises, oui. Exactement. Vu qu'à la base, je suis venu avec un bac A, donc je n'avais pas beaucoup d'opportunités. Au Cameroun, tu avais déjà fait l'université ou bien directement après le baccalauréat? Disons, au Cameroun, disons que je suis venu directement parce qu'il y a une année préparatoire où tu fais les cours de langue. Pendant cette année, j'étais inscrit à l'université, mais c'était vraiment pas du sérieux. Voilà, je suis honnête là-dessus. Donc, disons qu'une fois ici, je n'avais pas beaucoup de filières qui m'étaient proposées. J'ai donc dû faire l'économie de gestion, où je m'en sortais aussi pas mal. Mais j'étais dans la classe moyenne et ça ne me plaisait pas, moi. Et le rythme non plus ne me plaisait pas. Donc, je me suis fait orienter par mes professeurs. Ils ont vu les matières dans lesquelles je m'en sortais bien, les compétences que j'avais et surtout, ils ont vu où ils pouvaient m'orienter pour que je puisse vraiment finir le cursus avec une bonne note et être aussi compétitif sur le marché. Donc, il s'est avéré que ce soit le domaine de la logistique, le secteur de la logistique. Et j'ai pris ça à grand ouvert parce que je m'en sortais aussi très bien et pour moi, c'était un domaine où j'avais l'esprit très ouvert. Voilà, c'est comme ça que j'ai été orienté vers une formation. J'ai fait ma formation même en moins de temps que prévu, avec une bonne note. Et j'ai été maintenu dans l'entreprise qui m'avait accepté. Voilà, et c'est comme ça que je me suis lancé, quoi. Ok, ça veut donc dire que tu as commencé les études et puis à un moment donné, tu as décidé... Tu as fait combien de temps à l'université? Exactement 3 ans. 3 ans. 6 semestres. 6 semestres. Et après, tu t'es rendu compte très vite que voilà... Voilà, j'avais du retard. Ok. Mais 3 ans, tu ne trouves pas ça assez? C'est pas beaucoup pour se rendre compte que tu n'as pas exactement passé ça. Tu as certainement perdu beaucoup de temps là. Ça m'a perdu énormément de temps. Et je profite de ton panel ici pour dire que c'est la difficulté que beaucoup d'étudiants rencontrent au départ. Et font du surplace, sans se rendre compte que ce temps est énormément précieux. Donc il faut se rendre rapidement en évidence si c'est véritablement ce que vous voulez faire ou pas. Vous pouvez continuer et même aboutir. Mais après, peut-être vous ne serez pas épanoui ou bien vous n'aurez pas le même impact. Surtout dans le marché de l'emploi. Il faut être réaliste. Que dès que tu commences premier semestre, deuxième semestre, tu dois toi-même t'asseoir, faire un bilan que est-ce que je suis vraiment en train d'avancer? Est-ce que je suis vraiment là où je dois être? Quelle est la situation de mes notes et tout? Et là, très vite, si tu te rends compte que tu n'es pas dans la bonne filière, soit tu changes de filière ou alors tu changes carrément de statut. Et tous les moyens sont bons. Exactement, parce que la finalité, c'est quoi? C'est de pouvoir joindre les deux bouts plus tard, avoir une famille équilibrée, avoir tes revenus et pouvoir bâtir ta part de petits patrimoines financiers. Une petite anecdote, la preuve est que après moi, comme je disais tantôt, les gars de ma génération, nous sommes de 2010, après moi, quand j'ai quitté les études pour faire le système formation-emploi, beaucoup d'autres gars m'ont suivi. Et ça, après 1, 2, 3 ans, moi j'étais pratiquement à la fin, quand d'autres abandonnaient. Donc du coup, j'invite vraiment tout le monde d'être réaliste. Et puis rapidement changer quand au bon moment. Voilà. Bon, lorsque tu allais donc faire la formation, tu as fini la formation, tu as parlé de 3 ans. Après les 3 ans, tu as commencé à travailler dans l'entreprise où tu faisais la formation. Ok, et tu as travaillé combien de temps là-bas dans cette entreprise avant de décider maintenant de te mettre à ton propre compte? J'ai travaillé 1 an exactement. 1 an. Ok, ça veut donc dire que dans le domaine, tu avais déjà 4 ans. 1 an et quelques mois, mais bon. J'étais déjà 4 ans exactement dans le secteur. Mais tu gagnais certainement bien, le salaire n'était pas mal, mais pourquoi tu n'es pas resté donc employé là-bas? Pourquoi tu as décidé de quitter carrément le salariat pour aller te mettre à ton propre compte? Le salaire n'était pas convaincant ou alors tu voulais trop ou alors voilà. Je gagnais assez bien, disons comme ça, à cette époque, parce que moi, ça me permettait de vivre.
comme dans mes débuts, j'ai toujours été un peu comme un génie incompris. Moi-même, je crois que je ne me comprenais pas encore avant. Je ne savais pas encore de quoi j'étais vraiment capable. Je ressentais dans moi comme l'envie de faire plus, d'atteindre plus, de prendre d'autres initiatives ou bien d'augmenter des responsabilités. Raison pour laquelle cette année où je travaillais vraiment m'a permis d'avoir l'esprit ouvert. De voir que si certaines personnes ont réussi à mettre sur pied un certain nombre de choses jusqu'à ce que nous, on est en train d'œuvrer dans ça pour qu'eux ils continuent d'évoluer. C'est que quelque part, c'est possible. Et voilà, je nourrissais de temps en temps. Ambitieux, en fait. Voilà, je suis très ambitieux. Et c'est comme ça que j'ai nourri cette envie jusqu'à ce que ça a donné ce que ça a donné. Après un an, j'ai décidé de claquer la porte parce que j'aurais pu continuer là-bas. Il fallait faire face aux conditions de la structure parce qu'une structure, ils veulent te maintenir aussi longtemps au bas niveau. Exactement. Pour t'exploiter au maximum avant de faire graver les échelons. Et dans l'entreprise, même, il y avait déjà énormément de compétences. Je me retrouvais à faire presque tout, mais à ne pas graduer à ma juste valeur. En fait, tu t'es rendu compte que tu ne t'es pas vraiment payé par rapport au service que tu rendais, mais tu étais payé simplement comme un simple employé et tout. Et quand tu regardais l'évolution même du salaire, tu ne te voyais pas trop. Tu ne voyais pas une évolution. Ça n'équivalait pas vraiment ce que j'apportais comme. Ok, je vois. Mais bon, c'est un choix. D'autres personnes pouvaient rester aussi. Si je restais aussi, peut-être ce que je suis jusqu'aujourd'hui, mais bref, on ne sait jamais de quoi le lendemain est fait. Donc j'ai fait ce choix et aujourd'hui je suis où je suis, quoi. Mais il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs formations. Tu pouvais te lancer, je ne sais pas, dans la construction, je ne sais pas, des jardins, des pavés. Tu pourrais te lancer dans d'autres formations, peut-être en chaudronnerie. Tu pourrais faire beaucoup d'autres choses. Pourquoi quelle était ta motivation principale d'aller dans la direction de la logistique et transport? C'est vrai, c'est ce que tu as. Je veux dire, tu n'as pas étudié logistique et transport, tu étais étudiant en économie et gestion des entreprises. Et comment tu es quitté de là? J'aurais attendu, s'il faut qu'on reste cohérent, je me dis, tu aurais quitté peut-être, tu pourrais faire une formation en employé de banque, parce que ça allait dans la même direction. Mais tu as carrément choisi le secteur de la logistique et transport. Quelle était ta motivation principale? Il faut dire que je suis quelqu'un de très actif et de très mobile. Pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup. Et j'aime faire bouger les choses. Je n'aime pas rester, je n'aime pas m'ennuyer en fait. J'aime faire bouger les choses. Et pendant mes études, comme pendant ma formation, j'avais toujours mes petits jobs à côté. Quel est ton signe de zodiaque? C'est Sagittaire? Je suis Gémeaux. Ah, tu es Gémeaux. Ah, ok. En passant, moi aussi, je suis Gémeaux. Les Gémeaux n'aiment pas rester tranquille. Ils font 1500 choses à la fois. Donc, comme je disais tantôt, pendant mes études, je faisais toujours mes petits jobs à côté, qui étaient soit les déménagements, soit les montages, soit les installations. Vraiment, sans honte, c'est dans le tas que j'ai appris. Je me suis rendu compte que je suis à l'aise dans ça. Et ce qui me fait le plus plaisir encore, c'est que c'était un plaisir pour moi de rendre service. Et après, c'était même rémunéré. Donc, c'était en fait le fait de combiner en fait la passion à un revenu, un potentiel revenu et surtout aussi bien rémunéré. C'est ça qui m'a doublement motivé à me lancer dans ça, quoi. Dans le secteur de logistique et transport, c'était l'idéal. Pour exercer en fait dans cette passion et voilà. Tout à l'heure, tu as dit que tu es mettre au service des autres. Je pense que c'est aussi un élément parce que voilà, dans ce secteur aussi, tu es vraiment au service des autres et en retour, tu as quelque chose, tu as quelque chose en retour. Donc ça fait que tu transformes voilà tes vœux ou alors ta passion en ta profession. Une activité rémunérée. Je me plains pas beaucoup, quoi. C'est un secteur qui nécessite beaucoup de force. C'est quand même surprenant. Tu n'as pas trop de muscles. Je m'attendais à voir quelqu'un un mur devant moi et tout. C'est un secteur qui nécessite beaucoup de force, qui est parfois très épuisant. Parfois, il y a des jours où tu es obligé de sortir à 4-5 heures de la maison et tout. Ce n'est pas vraiment évident. Et il y a des semaines où tu peux te voir en train de travailler de lundi à dimanche. Ça nécessite beaucoup de force, beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté. Qu'est-ce qui te passionne le plus dans ce métier?
Ouais, il faut surtout dire que c'est un secteur d'activité où on travaille en groupe. Donc, je suis toujours avec 1, 2, 3, 4 personnes. Et à la longue, on devient des potes. Donc, au-delà des relations professionnelles, de l'activité qui nous rassemble là, on devient des potes. Et c'est plus ennuyant, tu vois. Et chacun y met du soi, met la main à la pâte. Et voilà, ça avance. Okay. Donc, question de force, il faut... Après, c'est la technique aussi. Il y a beaucoup de techniques. Un peu comme Bruce Lee, quoi. Ouais, Bruce Lee tapait tout le monde, mais il n'avait pas de muscles. Le plus musclé ou le plus fort ou le plus grand qui mais peut porter les trucs. Fassin Gano est musclé. Ouais, je ne conviens pas. C'est pas que j'ai dit, c'est pas toujours. Donc, il y a aussi les petits qui gagnent. Hein. Ok. Bon, qu'est-ce qui te passionne dans le domaine? En fait, quand tu te lèves le matin à 5 heures, tu démarres ton véhicule, tu vas avec tes employés pour travailler. Qu'est-ce qui te passionne? Une autre chose aussi vraiment qui me plaît beaucoup dans ce secteur d'activité, c'est la liberté que j'ai. La liberté, entre guillemets, un peu conditionnée parce que après, il faut que le travail soit d'abord fait. Oui. Mais j'ai une certaine liberté où on ne me dit pas tous les jours comment je dois travailler, comment je vais monter, descendre et tout ça. Je suis libre d'esprit. Et je suis libre de mes mouvements, mes faits et gestes. Et financièrement encore, c'est on top, disons, le cadeau en plus. Vous voyez. Donc, il y a ça qui compte. Oui, mais les factures que tu dois payer, les charges que tu as et tout, tu sais, tu dois les payer. Du coup, ce n'est plus trop une liberté. Voilà, c'est vrai, tu es libre de décider quand est-ce que tu veux travailler. Non, ça c'est le bon côté des choses. il y a aussi vraiment certaines choses que je n'aimerais même pas dire ici. Donc, du coup, comme dans toute activité, il y a le bon côté des choses. Et je peux dire que pour moi, le bon côté des choses, quand tu es auto-entrepreneur, c'est ça en fait. Tu as la liberté d'aller et venir, de faire ce geste. Tu ne demandes pas la permission à quelqu'un avant de faire peut-être un week-end ou une semaine, un mois de vacances. Tu t'assures juste qu'après le travail soit fait derrière toi, tu vois. Mais en réalité, c'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Parce que certaines personnes n'apportent pas comment on dit le lifestyle en français. La performance qu'ils pourraient effectivement apporter parce qu'ils sont oppressés au travail ou bien à leur poste. Donc c'est un peu ça, quoi. Dans le fait que tu te lèves le matin, même si le travail est difficile et que tu peux décider à quelle heure tu veux commencer, tu peux décider à quelle heure tu peux arrêter, tu peux décider quel jour tu travailles, c'est l'une des choses qui te passionne. Ouais. Ok. Donc, l'activité rapporte, ça te rapporte bien, est-ce que l'activité nourrit son homme? Ouais, je dirais que l'activité nourrit son homme. Vraiment, mais il faut rester orienté vers les contrats. Il faut rester contractuellement orienté parce que quand tu es auto-entrepreneur, c'est maintenant toi qui es à la recherche des contrats. Exactement. Ce n'est pas l'inverse, par exemple, comme pour une station d'essence où on sait que tout le monde a besoin de carburer, c'est nous qui allons vers les stations et tout, ou alors c'est nous qui allons vers les supermarchés parce qu'il faut manger ou je ne sais pas trop quoi. Tu dois aller vers ce qu'on appelle l'acquisition froide. Bon, j'essaie de traduire en allemand, c'est Kaltakquise. Ça veut dire que tu dois aller vers la clientèle. Tu dois aller toquer les portes pour chercher la clientèle. Donc, quand tu te rassures que de ce côté, il y a assez de clients que tu es vraiment occupé, c'est clair que ça va rapporter. Ok. Voilà. Bon, maintenant, tu as l'occasion en or de parler de ton entreprise, de tes services et si possible aussi, si tu peux donner, quelques éléments d'orientation en ce qui concerne les coûts. Ouais. Alors, Félix les Transporteurs, c'est une petite entreprise. Restons modestes et c'est la vérité. C'est une petite entreprise qui a fait ses pas ou ses classes dans le secteur logistique et transport. Et voilà, j'ai commencé par les déménagements, les chargements groupés, d'abord ici en Allemagne et après un peu élargi dans certains pays comme la France, la Suisse et la Belgique même. Et même en République tchèque, je me rappelle, j'ai déjà été en République tchèque plusieurs fois faire des chargements. Mais tout ça, c'est singulier en fait, c'est singulier. C'est pas comme si je suis basé là-bas. Et voilà. Après, j'ai essayé d'étendre aussi un peu mes activités du côté du Cameroun, où je fais aussi dans le transport, mais des grandes quantités, disons des conteneurs, décharger des conteneurs par exemple,
15 tonnes, 20 tonnes. Pour les importateurs, par exemple, Voilà, importateurs qui envoient les marchandises, les marchandises au Cameroun. Les effets personnels et tout ça. Donc, de ce côté, j'ai essayé d'étendre aussi mon activité. Voilà, on laissera mes contacts pour tous ceux qui voudront bien de mes services. Je serais vraiment ravi de travailler avec vous. Et bon, et en dehors de voilà, des déménagements, est-ce que tu as d'autres services? Est-ce que par exemple, si quelqu'un a un appartement, il veut déménager, par exemple, il y a toute la cuisine qui était équipée, il y a les lits et tout, il faut démonter tout ça. Il y a des personnes vraiment qui n'ont aucune idée, qui ne savent pas comment on démonte un lit, qui ne savent pas comment on démonte une armoire, qui ne savent pas comment on démonte une cuisine. Est-ce que tu offres aussi ce genre de service? Oui. Bien sûr, j'offre aussi tous les services qui vont dans l'aménagement, à savoir les montages, installation, soit rénovation même, parce qu'on a essayé d'élargir nos compétences, parce que ce sont les activités qui sont toujours liées, un peu liées à ça. Vous devez rénover la maison pour certains avant d'entrer, ou alors rénover quand vous sortez. Oui, exactement. Donc, on a une équipe très large, avec toutes ces compétences, donc que ce soit peindre, rénover, installer, faire des montages, même si c'est la cuisine, des armoires, des lits. Faites-nous juste part de vos souhaits et nous saurons comment constituer l'équipe pour satisfaire vos services. Où est-ce que tu es basé en Allemagne? Dans quelle ville tu es basé? Quelle est ta base en Allemagne? Je suis basé à Münster. À Münster. Et tu es flexible, tu peux aller même à 500 km, tu peux aller... Oui, quand ça vaut la peine, exactement. Je suis vraiment orienté contractuellement orienté, comme on dit. Donc, là où besoin de se faire ressentir et que ça vaut la peine, je n'hésiterai pas à venir. Parce que après, pour moi, c'est la réputation et le besoin du client que je mets en avant. Voilà. Ça permet aussi de se faire connaître, ça donne un bon roof, une bonne réputation. Voilà. Pour quelqu'un, par exemple, qui est situé à 100 km de toi, qui a un appartement de 3 pièces, T3, de 70 mètres carrés, qui est équipé normalement cuisine, douche, salon, tout, une maison équipée normalement et tout, et puis décide de solliciter tes services et déménager. Comment est-ce qu'il doit se préparer en termes de coûts? Il peut apprêter combien ça peut coûter s'il veut déménager avec le démontage de tous les appareils ou alors les meubles qui sont dans l'appartement? Ça peut lui revenir à combien s'il faut déménager à peu près? Je pourrais donner un chiffre concret, mais je dirais que ça va dépendre des services qu'il voudra et la distance entre ces deux adresses. Et la distance est 100 km de toi, ou alors disons 100 km. Entre ces adresses, oui. Bon, et aussi de moi aussi, c'est relevant parce qu'il faut que j'arrive là-bas. Et aussi à quel étage il vit, dans quel étage il va et tout ce qui sera installé. Mais je peux dire en gros qu'une bonne journée de travail avec 4 personnes peut tourner entre 700 et 1000 euros en fonction des services qu'on va faire. Je vais prendre un exemple simple, ok? Tu as un client qui t'appelle, qui vit, je sais pas, à Karlsruhe. Ok, Karlsruhe, nous sommes dans les 500, dans les 500 km de Münster et veut venir vivre à Münster. C'est-à-dire que la distance qui sépare Karlsruhe ou alors ces deux appartements, c'est 500 km. Ok, et cette personne est dans un appartement T3, alors deux chambres, un salon, une douche, une cuisine et tout, à équiper normalement et tout. Et t'appelles donc pour solliciter tes services. Cette personne doit préparer à peu près combien? Après, la distance, c'est un facteur que je parle en particulier, en dehors du service qu'on va faire. On s'entend sur la distance parce que l'essentiel, c'est qu'il faut que j'arrive là-bas. Donc, ça sera un coût moindre par rapport à quand on sera sur place en train de travailler. Bon, par expérience, est-ce que tu penses que cette personne sera au-delà de 2000 euros en termes de dépenses? Si on considère peut-être le transport, je ne sais pas moi, la distance d'ici, nous sommes à 500 km aller-retour, ça va faire 1000 km par exemple. S'il faut aller et revenir, on est à 1000 km. Et si on facture par exemple le kilomètre, je ne sais pas moi, à 1 euro. Je ne sais pas comment tu factures le kilomètre et tout. Alors comment je ne pourrais pas donner un chiffre exact ici comme ça, mais disons que c'est que si on a un tableau de calculation, il y en a des critères qui rentrent dans les calculs,
on va trouver un terrain d'entente. Ouais, c'est sûr. Ok. En tout cas, si toi qui me regardes, tu veux déménager et tu as besoin des services de Félix, je vais afficher tous ces coordonnées, son site web et ses numéros de téléphone dans la description. Tu l'appelles, tu le contactes, tu peux lui écrire aussi par mail et tout. Tu lui poses ton problème, la distance, la superficie de l'appartement, un peu quelques photos de ton appartement pour qu'il sache à peu près ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que tu auras besoin seulement du déménagement ou alors tu auras besoin aussi des services supplémentaires comme le démontage et le montage aussi dans l'autre appartement. Tu lui parles également, il doit identifier également la distance ou alors il doit pouvoir calculer, tenir compte de la distance qui sépare les deux appartements, l'ancien et le nouveau et tout. Tu contactes Félix, vous allez vous entendre sur le prix. Comme il a dit tout à l'heure, il a parlé de 700, de 1000, de 900 €. Quelle que soit la distance, je pense que vous allez vous entendre. Exactement. Et tout. Donc, il faut juste le contacter et puis il va vous faire du bon travail. Et il ne va pas comprendre ce que je dis. Donc, en fait, actuellement, il n'est pas encore cher. Donc, il faut profiter maintenant parce que bientôt, quand il sera hyper sollicité, ça ne sera pas évident. Donc, encore vraiment, toutes mes félicitations à toi, Félix, pour cette initiative. Merci. Parce que non seulement c'est quelque chose qui te passionne, mais tu rends vraiment service à la communauté. Moi, j'ai déjà profité également de tes services, donc je sais de quoi je parle. Et donc, ça veut donc dire que quand je t'entends parler, l'activité nourrit son homme. En tout cas, je te félicite pour ça. Et ce n'est pas toujours rose. Okay? Il y a certainement beaucoup de difficultés aussi que tu rencontres. Quels sont les grands défis que tu rencontres actuellement dans ton activité? Le premier défi, comme je disais tantôt, c'est de se lancer à la quête des contrats. C'est-à-dire qu'il faut être véritablement actif pour avoir de quoi s'occuper tous les jours. Sinon, tu peux te retrouver à faire seulement 1 ou 2 déménagements par semaine. Bon, mais ça, c'était dans mes débuts. Je dois dire que de ce côté, je me suis aussi orienté vers d'autres entreprises pour décrocher des contrats vers eux, comme ça, que je ne sois plus permanemment à la quête des contrats, mais que j'ai quelque chose de fixe de tous les jours avec un ou plusieurs partenaires. Oui. Donc, il y a déjà ça. Et je suis, entre autres, sous-traitant de DHL depuis 2 ans. Donc, je fais les livraisons sous DHL. Parce que voilà, c'est une grande chaîne internationale. Et ce n'est pas limité, le contrat n'est pas limité, c'est... Et voilà, le contrat est permanent parce que les gens commandent tous les jours. Wow. Comme je disais tantôt, voilà, ça c'est l'un des grands défis. Le deuxième défi, c'est aussi la concurrence sur le marché. Parce qu'il y a beaucoup, disons-le comme ça, qui exercent encore dans le noir ou encore dans l'informel. Donc il faut avoir les prix qui battent aussi, qui peut aussi faire concurrence avec eux, parce que sinon ils se retrouveront à rafler tous les contrats qu'il y a sur le marché. Et toi, si tu es cher pour certaines personnes, il faut aussi comprendre, ceux qui déménagent ont aussi des coûts et un rythme de vie à tenir, et ne pourront pas se payer tes services. Voilà, donc disons que là, ce sont les 2 gros défis. Et il y a beaucoup d'entreprises aussi, hein, tu as oublié de préciser. Et voilà, il y a aussi beaucoup d'entreprises. Il y a aussi beaucoup d'entreprises qui sont plus établies. Et qui sont même informelles, et qui font dans le noir et tout. Et ils ne vont pas être chers, ils ne déclarent rien. Donc du coup, les montants qu'ils demandent, voilà, donc il faut être vraiment, il faut innover. Il y a ça dans beaucoup de secteurs d'activité. Il faut juste s'adapter, il faut être compétitif. Et un autre grand défi, ce sont les pannes, parce qu'on travaille avec les véhicules, vous savez, les machines, ce sont des instruments qui peuvent vous lâcher à tout moment. Donc voilà, ça arrive, il y a souvent des pannes, des grosses pannes et tout ça, c'est coûteux, mais on est obligé de faire avec quoi. Mais est-ce qu'il n'y a pas, tu n'as pas eu une situation où un client a voulu fuir avec un de tes véhicules? Parce que tu n'es pas seulement, voilà, tu ne fais pas seulement, et tu mets parfois aussi à location. Est-ce que tu n'as pas eu un client qui a voulu fuir avec ton véhicule? Non, Parce que j'ai regardé également sur les réseaux sociaux, il y a des personnes, par exemple, qui louent les voitures, et puis après, quelqu'un prend le véhicule. Fuit avec, il vend, tout ça, non. Par exemple, ici en Allemagne, il y a par exemple beaucoup de ressortissants de l'Europe de l'Est. Tu as parlé tout à l'heure de la République tchèque et tout. Ils viennent là, ils prennent ton transporteur. Après, ils traversent la frontière, ils s'en vont déposer ça quelque part. Ils égarent, c'est quelque part là-bas où peut-être le GPS ne va pas identifier. Et après, ça reste là-bas pendant longtemps. Ça peut même rester garé en bourse comme ça pendant 1 an. C'est un monsieur qui m'a raconté cette histoire. Ça reste 1 an garé là-bas. Le GPS n'arrive pas à identifier ça. Et puis, pendant un certain temps,
un an, même un an passe, la voiture est toujours garée là-bas, et après c'est fini. Ouais. Et il revient maintenant, après il change les papiers comme il peut changer, et puis voilà. Il utilise dans notre pays. Voilà, ou alors il exporte ça, et ça va, je ne sais pas où, pour fabriquer une carte grise, c'est vite fait. Donc du coup, est-ce que tu n'as pas été confronté face à cette situation? Heureusement, je dirais que moi, je n'ai pas encore été confronté à cette situation, mais je sais que c'est courant. Donc on essaye de prendre quand même nos mesures de précaution, à savoir installer les GPS, comme tu as dit. Oui. Et au maximum, même soi-même faire le service, parce que voilà, il faut toujours avoir ses biens à l'œil. Disons même pas ses biens, mais ses véhicules à l'œil. Et ou alors limiter même les périmètres. Voilà, limiter les périmètres, que la voiture n'aille pas, je sais pas. Moi, je loue par exemple pas ma voiture à quelqu'un qui va sortir du pays. Ok. C'est déjà une bonne mesure. Voilà. Encore moins passer plus, je sais pas, d'une semaine, non. Il faut que j'ai le véhicule toujours à l'œil parce que c'est ce qui me permet de vivre. Donc, du coup. Ça veut dire que tu fais vraiment attention à l'identité de ta clientèle aussi. Quand un client vient, par exemple, pour prendre un véhicule, il y a la caution, il y a les pièces d'identité et tout. Exactement. Ou est-ce que tu peux rapidement l'identifier s'il y a un problème? Exactement. Et tu n'as pas aussi un problème avec un client, par exemple, qui a pris le véhicule, après il allait cogner quelque part, et puis voilà, vous êtes tiraillé comme ça et tout. Ouais, ça arrive. Et tu te rappelles même dans nos débuts, on a eu ça. On a eu ce problème où j'ai pris son véhicule, je suis allé cogner, c'était à Grève quelque part là-bas. C'était la portière. Exactement, on a eu ce problème-là. Ce sont des choses qui arrivent et les assurances sont là pour ça. C'est pour ça qu'il faut être le plus clair possible. Et voilà, si tu fais des trucs informels et tout, quand tu auras ce genre de situation, tu ne sauras pas gérer. Donc du coup, on essaye de mettre tout propre, au clair, au maximum, transparent. Et il y a les assurances pour ça. Et quand quelque chose arrive, on prend tout le monde en charge. C'est pour ça que tu exiges parfois la caution. Parce que si ce genre de choses arrivent, voilà, il faudrait quand même que le client aussi, il a une certaine partie qui endosse et l'assurance endosse le reste. On ne souhaite pas, mais il faut prévoir quand ça arrive, il faut gérer quoi. Bon, tout à l'heure, tu as parlé de l'activité au Cameroun. Tu as certainement plusieurs véhicules aussi au Cameroun. Mais avec la distance là, tu réussis à piloter ça de manière automatique à distance. Est-ce que tu n'es pas confronté à la malhonnêteté, la paresse des compatriotes au Cameroun, des clients qui ne sont pas honnêtes, les mécaniciens qui mentent comme ils respirent et tout ça? Mais comment tu fais pour gérer ça? Mais tu parles comme si tu étais à ma place. Je t'assure, tu parles comme si tu connaissais exactement comment l'activité fonctionne au Cameroun. C'est vrai que gérer une activité à distance n'est pas facile du tout. Il faut avoir des personnes de confiance sur place, à qui tu fais même plus confiance encore que toi-même parce que c'est un gros investissement que tu leur confies. Et voilà. Il faut aussi être prêt à ne pas avoir l'AVC d'aussitôt parce que du jour au lendemain, on peut t'annoncer. Bref, disons qu'il faut être mentalement et psychologiquement très très fort. Mais dans mes débuts, disons que je faisais l'effort moi d'être là au Cameroun peut-être 1 à 2 fois par année, par an. Et voilà, même étant à distance, contrôler aussi régulièrement que possible, être toujours à l'écoute, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va, les appels vidéo, avoir une documentation vidéo de tout ce qu'ils font là-bas, que ce soit les visites techniques, garage ou bien je ne sais pas trop quoi, même quand ils ont chargé, ils ont voyagé et tout ça. Donc c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Et je tiens à dire que vraiment quand tu travailles avec des gens à qui tu as confié une énorme responsabilité comme ça, il faut savoir choisir tes personnes. Et surtout leur dire que voilà, prenez cette chose comme si c'était pour vous même. Parce que personne ne peut mieux faire quelque chose que s'il ne prend la chose comme si c'était pour elle, la personne. Exactement. Puisque quand c'est toi-même, tu charges ton activité de des énergies positives. Tu es toujours devant ton... En fait, quand tu regardes ton activité, tu réfléchis les voies et moyens, comment optimiser, comment améliorer et tout pour que ça rapporte plus. Avoir le meilleur rendement. Et pourtant, quand c'est quelqu'un d'autre, c'est pas le cas. Si tu prends ça à la légère, tu veux juste, disons, la finalité, que ça donne ce que ça donne, sans mettre le sacrifice que les autres y mettent, c'est que tu n'es pas vraiment à ta place. Donc c'est aussi ça que j'essaie d'inculquer à tous ceux avec qui je travaillais. Ça n'a pas toujours marché, mais j'ai aussi fait de très très bonnes expériences. Mais voilà. Ça veut dire qu'actuellement ton équipe est fiable?
Mécanicien, Ouais, chauffeur, oui. motoboy. J'ai pas de mécanicien, mais il y a un garage, ce sont mes chauffeurs qui savent. Oui. Ils ont leur carnet d'adresse aussi assez large. Ils savent où ils vont toujours réparer les trucs et ils ont déjà une certaine confiance là-bas. Mais comme je disais tantôt, on fait tout pour tirer ce qui est bon et se débarrasser de ce qui est mauvais du temps qu'on peut, quoi. Parce qu'il y aura toujours des coups bas et tout. On fait tout pour limiter les dégâts, en fait. Et se maintenir au-dessus de... Voilà, maintenir la tête au-dessus de l'eau, quoi. Voilà. Si tu fais un bilan froid, de manière, je veux dire, soit objectif, soit sincère, est-ce que l'activité au Cameroun te rapporte vraiment? C'est-à-dire que quand tu fais, à la fin du mois, tu calcules tes entrées, tu additionnes toutes tes entrées, tu soustrais toutes tes sorties, c'est-à-dire tes employés, tes chauffeurs, tout ce que tu as dépensé pour réparer le véhicule, le carburant, les détournements, tout ça là. Est-ce qu'à la fin, il y a quelque chose qui rentre dans ta main jusqu'à on te renvoie ça ici, tu prends ça pour pouvoir voilà, utiliser ici? Moi particulièrement, je suis rentré dans mes frais. Ça a rapporté. Ça, je suis honnête. Mais c'est avec beaucoup de surveillance, de prudence, parce que le véhicule aussi, à la base, c'est, comme je disais, c'est le fer. Ça peut te lâcher à tout moment. Exactement. C'est l'entretien. C'est vraiment une hygiène de vie stricte, parce qu'il faut pas aller... Voilà. Il y a les directions au Cameroun, on sait, où les voies sont dégradées. Ça, c'est déplorable. Pour un pays aussi riche. Ouais, donc il faut être strict peut-être seulement pour faire Douala-Yaoundé, Douala-Kribi, et voilà quoi, pour éviter de trop surcharger ou bien amortir le véhicule. Voilà. Et au Cameroun, mon activité, c'est sur le long terme que ça m'a rapporté, disons comme ça, parce que je crois que le premier véhicule, je l'ai envoyé aussi en 2019, aussitôt que j'ai créé mon entreprise, en décembre. Non, en 2018. En Allemagne, tu crées ton entreprise en 2019. Ouais. Et tu envoies ton premier au Cameroun, mon premier camion, c'était en 2018. Ok. Et je l'ai envoyé. Parce qu'au départ, j'ai chargé même les effets personnels parce que moi, je voulais équiper les gars chez nous. Mais après, je me suis dit que mais avec autant de capacité, on peut faire un peu de brocante, vente aussi et tout. Donc, c'est comme ça que ça a démarré. Et voilà, je crois que l'idée même à la base, c'était d'envoyer ça par un ami qui fait les conteneurs, tu vois. Et après, je me suis dit, j'ai tellement de choses que je peux chercher moi plutôt un camion où je charge. Et là, au Cameroun, le camion, je peux encore l'utiliser. Exactement. C'est comme ça que ça a commencé, justement. En fait, au départ, tu voulais envoyer les choses au Cameroun. Voilà, en allant envoyer un conteneur, tu vas payer le transport du conteneur, payer la douane du conteneur. Pourtant, le conteneur, exactement, le conteneur ne te revient pas. Le camion, tu utilises le camion comme un conteneur et à la fin, tu vides tout ce qui est à l'intérieur du camion et puis tu utilises le camion. Bref, c'est comme ça que ça a démarré. Et puis, bon, je peux dire que sur mes véhicules qui sont au Cameroun, je suis rentré dans mes frais. Ça a rapporté ce que ça pouvait rapporter. Pourquoi tu parles au passé composé? Les véhicules n'existent plus? Non, si, ça existe. Mais bon, tu m'as demandé si ça rapporte. Ouais. Même si actuellement j'ai mis un en vente, il faut renouveler la flotte, c'est après un certain nombre d'années. Autant mieux libérer ça que ça reste entre tes mains. Après les pannes et tout, ça devient fréquent. Bref, c'est un peu le risque aussi qu'on a dans le métier avec les véhicules, quoi. Même ici, c'est pareil, je renouvelle la flotte autant que je peux. Ok. Et avec l'état des routes là et tout, est-ce que tu fais aussi la ligne du Nord? Tes véhicules font aussi la ligne du Grand Nord, de l'extrême Nord, du Nord? J'ai eu un marché une fois pour la ligne du Nord. C'était prévu, je crois, pour une semaine. Ouais, c'était prévu, je crois, pour une semaine. Mais le gars, il a fait finalement 2 semaines. J'ai fait face à tout. De un, d'abord, le chantage lui-même du chauffeur. Et de deux, les distances qui n'étaient pas réalistes. Parce qu'on vous disait, voilà, le premier trajet, c'est... On avait en fait des véhicules, on avait des appareils à livrer dans les hôpitaux. Je crois qu'ils venaient d'une ONG. Et on avait, je crois, 9 hôpitaux ou 11 hôpitaux à livrer. C'était les gros appareils scanners, je crois, pour les opérations et ainsi de suite.
Donc, c'était un marché que une ONG a donné à une entreprise au Cameroun d'équiper les hôpitaux. Et nous, on avait une ligne, je crois, de 9 hôpitaux à équiper. Et les distances n'étaient pas réalistes. Du moins, même si les distances sur le papier étaient réalistes, sur le terrain, tu faisais 2 fois, voire 3 fois plus de temps que prévu. Et du coup, les calculs étaient tous faux, on n'entrait pas dans nos frais. Et tout. Donc, c'était la pire expérience que j'ai fait vraiment sur la route du Nord, avec les pannes, ainsi de suite. Mais le client, à la fin, il attend que le travail soit fait. Il ne voit pas que tu es calé en route. Il ne voit pas que la route n'est pas bonne. Il ne voit pas que tu cours des dangers. On peut t'agresser et tout ce qui va avec. Donc, franchement, je déconseillerais. Il y a des gens qui le font, mais je déconseillerais tous ceux que je connais de prendre la route du Nord. Ok. Bon, maintenant, tu sais que moi, j'adore les chiffres. Ok. Mais tu n'es pas obligé. Hein. Vraiment, quand tu fais ton petit bilan et tout, bon, voilà, tu parles. Cette activité peut te rapporter combien en un mois? C'est-à-dire que quand tu regardes dans ta main comme ça, à la fin du mois, le bénéfice qui entre dans ta main de ton activité au Cameroun, tu peux... au Cameroun? Oui, tu peux au Cameroun, ok. Tu peux avoir combien de bénéfices dans ta main, ayant payé déjà tous tes employés, tout le reste, ce qui rentre dans ta main. Je vois. Au Cameroun, on a un autre système de paiement. Hein. C'est que les chauffeurs versent les recettes par semaine. Chacun peut s'entendre de manière différente, soit par voyage, soit par semaine, mais nous, on a opté pour un versement hebdomadaire. Et ça, c'est après avoir géré toutes les charges. La cible, c'était de 200 000 par véhicule au Cameroun. Par versement semaine. hebdomadaire. Oui, par semaine. Oui, ok, comme ton bénéfice, quoi. Oui, bien sûr. Après avoir tout géré, c'est-à-dire il a même eu sa quote-part derrière, et puis là, ces petits marchés qui n'a pas déclaré les retours et tout. On appelle ça, bon, ils ont leur langage là derrière, c'est ce qu'on regarde. Les chauffeurs, quoi. Ça, quoi, on ne regarde pas ça, voilà. Donc, au départ, contractuellement, on s'entend sur une recette hebdomadaire de 200 000, vu le calibre du camion également. Hein. Et ils font quoi, 200 000 en 52 semaines l'année. Et ouais, bon, c'est pas toujours. Ou alors il y a les semaines, te raconter les conneries. Ouais, bien sûr. Et il y a les semaines, il n'a même pas besoin de te raconter les conneries, mais peut-être la voiture est en panne, tu sais qu'il n'a pas fait le nombre de voyages qu'il a l'habitude de faire. Et il y a les GPS, la voiture n'a pas bougé, c'est logique. Par expérience, en 52 semaines, il peut te ramener comme ça combien de semaines? Ouais, disons au moins 60, 50, 60 semaines. Non, tu parles de l'année. Oui, c'est l'année. 52 semaines. Il peut atteindre sa cible. Combien de fois, c'est ça? Oui, donc je veux dire, les 200 000 qu'il te donne par semaine, l'année à 52 semaines. Oui. Ce que je veux savoir, il peut te garantir les 200 000 combien de semaines sur les 52 semaines? Ouais, c'est ce que je disais. Il peut atteindre sa cible au moins à 60%. À 60%. Ok. Et les autres 40%. Quand tu as dit 60, j'ai cru que tu disais 60 semaines en fait. Okay. Non. 60%, ça veut dire que au moins sur 52, il peut atteindre même 45. 45, ok. Ouais, 45 semaines, il verse normalement. Ouais, il peut verser normalement, mais c'est pas mal. Partagé sur l'année. Hein. Oui, et il y a les semaines où Tom, tu vois, qui n'a pas fait de déplacement, ou alors il y a les semaines où il va faire un déplacement, il va verser la moitié. Donc c'est un peu ça. Il faut aussi voir qu'après, quand il y a les dépenses, quand il y a les pannes, c'est au boss de réparer la voiture. Et quand il y a panne, l'argent vient d'où? Oui, c'est de ces 200 000. Oui, bien sûr. Ça veut donc dire que, ça veut dire que dans les 200 000, il y a pas. Ok, ça. Il y a l'entretien des véhicules, il y a les papiers qu'il faut payer. Et tout, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, ça ne te rapporte pas grand chose. Parce que je suppose que c'est relatif. Si le véhicule, par exemple, travaille pendant un an, si le camion est allé en panne une fois, et les pannes des camions, ce n'est pas les 50 000. Ça dépend des pannes. Ça dépend des pannes. Il y a les pannes. Ok, tu prévois dans ta planification, tu prévois souvent combien par an pour dépenser pour les pannes à peu près dans ta planification lorsqu'une nouvelle année commence? Pour être honnête, il faut toujours... Bon, moi, je fais l'effort d'avoir toujours une petite réserve. 1 million? Non, c'est pas aussi... Parce que les pannes de camions, c'est pas le jeu, hein? Ouais, mais bon, il faut être dans le secteur pour connaître. Il y a les pièces qui coûtent cher et tout, mais ça varie, ça varie. Ça peut aller entre 100 000 et 500 000, comme tu l'as dit, mais... on est un peu préparé à ça. Bon, 200 000 fois 40 semaines, on est autour de 200 000, 800 000. Ça veut dire que ça te fait au moins... disons 200 000 fois 10, tu as 2 millions. On a 8 millions de francs CFA, 8 millions de francs CFA par an. Ce n'est pas mal. Si ça vient vraiment et que sur les 8 millions en un an, tu retires 1 million pour les pannes. Et généralement, ce que je fais, c'est que je maximise vraiment les 2 premières années. Parce que après 2 ans, disons que tu rentres dans tes frais.
2 ans, ok. 1 an et demi, 2 ans. Bon, maintenant, tu avais acheté les camions en payant comptant ou bien tu as pris les crédits? Non, je paye comptant. Ok. Ça veut dire que surtout ce qui va au Cameroun. Et que tu avais beaucoup d'argent, hein? Acheter les camions. J'avais épargné. Waouh. C'est intéressant. Ça veut dire que très tôt, tu as eu le mindset. D'épargner et tu savais où tu allais. Épargner, Et voilà, comme je dis, il faut avoir la chance de tomber sur les bons véhicules. Et puis tout ça se discute ici. Surtout, on a la chance d'aller même tester et tout. Est-ce que tu as une mauvaise expérience dans ce secteur, que ce soit dans le secteur, dans ton secteur ou bien dans le secteur des transports et tout? Est-ce que tu as une mauvaise... Parce que moi, ma maman disait toujours que investis dans tout sauf dans le fer. Est-ce que tu as une mauvaise expérience dans le fer? J'ai eu une expérience catastrophique. Il a failli avoir l'AVC, comme je t'ai dit, au moins 6. Donc, si j'avais même l'AVC, même un deuxième devait suivre directement. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une page vraiment sombre, triste. Mais je vais revenir là-dessus. J'avais décidé d'élargir, de diversifier ma flotte, en attaquant le transport urbain. Et pour la petite histoire, j'avais acheté un premier minibus de 10 places qui était au Cameroun, qui tournait bien, sans problème et tout. Ça faisait aussi le transport urbain ou bien c'était seulement dans la ville? Oui, c'était dans la ville et ça allait souvent à l'ouest. Les petits déplacements, les petits groupes, les locations. Par exemple, je vois un peu. Peut-être Douala, Limbe, Douala, Bafoussam, Douala, Konsamba. Oui, plusieurs fois, Douala, Kribi et tout ça. Les petits voyages là, pour les petits groupes. Mais je me suis rapidement rendu à l'évidence que pour gagner gros dans le transport urbain, il faut avoir une grande capacité de transport. Donc du coup, j'avais acheté un bus de 50 places, ici un bus VIP. C'était un Mercedes Turismo, il y a 3 ans je crois. Que j'ai envoyé au Cameroun. Le transport, c'était... Combien de places? Tu as dit 30 places? 50 places. 50 places climatisées. Ouais, c'était vraiment pour faire un transport de classe. C'était pour Douala Yaoundé ou bien Douala bon, après, l'offre, la demande là-bas, c'est en fonction de ce que les gens vont payer. Tu vois, si c'est rentable et si les routes ne sont pas trop dégradées, quoi. Donc, j'ai acheté le bus. Je peux donner les chiffres ou bien environ, vas-y. Ouais, c'était environ 18 300 ou 600, je ne me rappelle plus trop. Disons 20 000 euros. Disons 20 000 euros, mais c'était pas aussi de dernière qualité, parce que pour un bus pareil, c'était deuxième ou troisième. 15 ans, 20 ans d'âge. Voilà. Et je crois que c'est où j'avais fauté, parce que j'ai misé sur un mauvais bus. Mais j'ai compris ça au fil du temps. Après avoir payé l'envoi, je crois, tournait autour de 6 500, quelque chose comme ça. Et le dédouanement au Cameroun autour de 6 millions, voire 9 000 euros environ encore. 9 000 euros, donc on est autour déjà de 35 000 euros. Un investissement, voilà, pratiquement 35 000 euros dans les 20 millions. Ouais. Et une fois le bus au Cameroun, il fallait payer les papiers, faire les visites techniques, équiper, mettre à jour, assurance et tout ce qui va avec. Cela m'a coûté aussi, je crois, pratiquement 2 millions, 3 000 euros, quelque chose comme ça. Donc, tu étais autour de 40 000 euros. Ouais, dans un saignement pas possible. Et ça, avec le crédit dedans, ou bien c'était toujours... Il n'y avait pas de crédit, mais j'ai fait ça avec un grand frère. Ok, ça donne que tu as eu quand même quelques soutiens. Voilà, disons, pour le total, il m'avait prêté, je crois, 25% des 40 000 euros, disons comme ça. Mais le reste, c'était vraiment à fond propre. Et j'ai dû vendre même mon minibus qui est au Cameroun pour pouvoir... rembourser les dettes? Non, pas rembourser les dettes, mais mettre le bus à jour. Parce que je misais plus sur ça. Ça veut dire que tu as vendu un véhicule qui te rapportait déjà de l'argent pour pouvoir miser sur ce petit, quoi, pour miser sur ce qui était plus grand. Voilà. Donc, c'est ça. Pour la petite histoire, ça n'a pas marché ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a même pas tenu 1 an. Pourquoi? Parce que le bus déjà était de mauvaise qualité. Était amorti et pas approprié pour les routes du Cameroun, je dois dire la vérité. Ça, c'était déjà le premier facteur où j'avais fauté. Mais après, l'entretien et le suivi au Cameroun aussi par le personnel était aussi vraiment laissé à désirer. C'était pas vraiment ça. Il se retrouvait, disons, le chauffeur à prendre les routes que j'avais qui n'étaient pas dans la planification. Exactement, comme la route de l'Ouest, parce qu'il se disait qu'il y a plus d'argent. Et c'est comme ça qu'à chaque voyage, les pannes arrivaient, les lames se coupaient.
il y avait toujours quelque chose et ça immobilisait le bus sur place. Ça faisait une semaine avant de revenir, ainsi de suite. Je vois. Et j'ai raté vraiment la période haute où ça pouvait bien travailler, c'est-à-dire la période des vacances parce qu'il y a beaucoup de mouvements. Et quand cette période passe après le transport au Cameroun, transport urbain surtout, ça chute. Exactement. Ceux qui sont au Cameroun savent de quoi je parle. Et un autre véritable problème, c'était intégrer une chaîne. Une chaîne, quand je dis une chaîne, c'est une flotte ou une agence de voyage qui est déjà établie. Au Cameroun, c'est extrêmement difficile, c'est compliqué. Donc, venir par ce secteur d'activité est compliqué. J'ai vécu des choses au Cameroun, c'est extrêmement compliqué. Tu as des conditions que tu ne peux jamais remplir. Que tu ne peux pas remplir. Tu peux remplir si tu veux. Tu peux remplir. Mais quand tu parles de compliqué, est-ce que je comprends ce que tu comprends, mais tu comprends ce que je veux dire. Tu comprends ce que je veux dire. Imagine-toi, tu arrives dans un carrefour où tout le monde peut s'arrêter dans ce carrefour, faire les changements comme il veut et tout. Mais on te dit que le carrefour là appartient à quelqu'un. C'est un exemple. Oui, et il faut payer. Putain. Ça appartient à quelqu'un. La route de l'État. La route, donc c'est la route, c'est le carrefour. Mais pour aller charger là-bas, ça appartient à quelqu'un. Et ce sont les trucs que j'ai découverts quand je me suis lancé dans le secteur d'activité au Cameroun. C'est pas possible. Oui, je dormais dehors. On dormait dehors dans le bus et tout parce qu'il fallait être présent, il fallait être vigilant. Ouais, je te jure. Mais le carrefour, ça appartient à quelqu'un. Ça, c'est quelque chose que les gens ne connaissent pas. Le carrefour d'Edo, ça appartient à quelqu'un. Ça, c'est le truc. Et en ce temps, il n'y a pas ces agences. À Bonabéry, c'est grave. Ah bon, hein? Donc lorsqu'on voit les agences là, tu ne peux pas venir seulement Non. Ne voyez pas les choses comme ça. C'est compliqué. Malheureusement, c'est ce que j'ai découvert. Et on ne t'a pas proposé certaines choses bizarres? Bien sûr. Bien sûr. Mais je ne dirais pas si j'ai accepté ou non. Non, la preuve, c'est que l'activité est morte aussi rapidement qu'elle est née. En moins d'1 an. 40 000 euros. Déjà de 1 parce qu'il fallait faire face aussi à ça. Et de 2, comme je dis, l'état des routes, vraiment c'est déplorable au Cameroun. C'est vraiment du laisser à et les dettes, il fallait éponger les dettes. Je m'efforçais à quelqu'un, 25% de tout cet investissement. Je m'efforçais à rembourser chaque mois quelque chose à cette aînée qui m'a fait confiance pour m'accompagner dans mon projet. Et je le remboursais pratiquement avec mon activité que je faisais ici pour vivre. Ouais, donc tout l'investissement que j'avais fait, surtout pour le bus là au Cameroun, était bloqué. Les autres véhicules, les camions se retrouvaient à travailler pour mettre le bus à jour. Chaque fois, c'était compliqué. Ça m'a beaucoup ralenti. Je ne sais pas où je serais aujourd'hui si on me donnait 40-50 000 euros, 50 000 euros en comptant que j'avais il y a 3 ans. Donc, voilà. Mais c'est malheureusement la réalité de l'entrepreneuriat. Mais vraiment, oui, je pense que voilà, en dehors de ça, tu avais ton activité ici. Parce que c'était ton devant derrière. C'est qu'actuellement, tu es récupérable. Tous ces œufs dans un même panier. Et c'est ce que je me fatigue à dire. C'est ce qui m'a sauvé, c'est ce qui m'a donné le moral de continuer parce que je ne pouvais pas abandonner tout ce que j'avais réussi à mettre sur pied jusqu'à aujourd'hui. Je me suis dit, si je suis tombé peut-être du 4e étage, c'est que quelque part j'ai fait aussi le 1er, le 2e, le 3e avant d'arriver au 4e. Donc du coup, je peux recommencer. Et voilà quoi. Oui, c'est ce que je me fatigue à dire dans ma chaîne tous les jours. En fait, faut pas, je vais dire, il faut apprendre à investir où tu vis, ok? Et c'est lorsque tu as généré des bénéfices ou alors tu as fait une activité qui te génère des bénéfices autour de toi où tu vis, tu peux maintenant utiliser ces bénéfices, prendre une partie maintenant pour te lancer, par exemple en Afrique ou bien aller à l'extérieur. Okay. Et il faut être prêt à perdre cet argent-là. Ça ne doit pas être devant derrière, comme tu l'as dit. Parce que si Félix, par exemple, avait misé tout, ou alors c'était son devant derrière, comme on dit au quartier, son capital plus intérêt, c'est qu'actuellement, Félix n'est plus assis ici à côté de moi en train de parler. Okay. C'est qu'il est certainement déjà dans une prison quelque part parce qu'il n'a pas pu rembourser ses dettes et tout. Donc, il faut faire extrêmement attention. Si j'ai échappé à l'AVC. Exactement. On ne se lance pas comme ça là au Cameroun et tout. Il attaque un secteur, je ne sais même pas si à ce moment-là, il a abordé les professionnels du secteur et tout, parce que s'il avait abordé certaines personnes, ou alors certaines personnes sont vraiment actives dans le domaine au Cameroun et tout, on devait lui dire qu'attention, quand tu arrives au carrefour, dans certains carrefours, il y a certains carrefours au Cameroun qui appartiennent à des personnes. Et il aura encore réfléchi 1 ou 2 fois. Donc, ouais, c'est vrai.
Donc vraiment, il faut tout faire avant de vous lancer dans une activité. Vraiment, prenez la peine d'aller à la source, chercher à s'informer et tout. Et ne courez pas ce genre de risque. C'est-à-dire que commencez toujours où vous vivez et par la suite, maintenant, si ça rapporte bien, maintenant, réfléchissez si vous pouvez investir à l'extérieur. Donc, vraiment, encore toutes mes félicitations pour ce mindset que tu avais. Tu as voulu investir dans ton pays et tout. Mais avant ça, tu avais déjà un peu commencé à sécuriser tes arrières ici, que je trouve très intéressant. Bon, voilà, en ce qui concerne ton activité ici en Allemagne, quelle est ta niche? Ce sont beaucoup plus des entreprises, parce que tu as parlé tout à l'heure de DHL et tout, que tu as des contrats avec DHL et tout. Est-ce que c'est beaucoup plus des entreprises ou alors les particuliers? Ouais, aujourd'hui, je mise beaucoup plus pour les entreprises parce que ça donne une certaine garantie et à long terme également. Mais je reste ouvert aux particuliers, à tous les contrats des particuliers et tout. On trouve toujours un terrain d'entente, quoi. Encore que les particuliers parfois dérangent beaucoup, discutent les prix. Exactement. Ils ne peuvent peut-être pas toujours attendre et tout. Voilà. Pourtant, les entreprises, quand une entreprise dit que c'est comme ça, c'est comme ça. Contractuel, et sur la durée aussi. Le timing, les rendez-vous, tout est respecté. Oui. Donc, je peux comprendre que Félix sollicite beaucoup plus les contrats avec les entreprises. C'est de bonne guerre. Il n'est pas là pour le voir bébé, il est là pour se faire aussi de l'argent. Ok, et maintenant, dans le cadre de ton activité, est-ce que tu es beaucoup plus sollicité pour exécuter les tâches toi-même, par exemple les déménagements, c'est toi-même qui prends les employés, tu t'en vas travailler, ou alors ta clientèle a plus besoin de tes véhicules pour exécuter les tâches elle-même? Ok, et maintenant, dans le cadre de ton activité, est-ce que tu es beaucoup plus sollicité pour exécuter les tâches toi-même, par exemple les déménagements, c'est toi-même qui prends les employés, tu t'en vas travailler, ou alors ta clientèle a plus besoin de tes véhicules pour exécuter les tâches elle-même? Non, je suis plus sollicité personnellement. Disons, le personnel est plus sollicité parce qu'il y a toujours les services après service, donc comme on citait tantôt, les installations, les montages et tout ce qui va avec. Et ça rapporte plus. Et bien sûr, ça rapporte plus. Ouais. Donc on est quand même, disons, plus sollicité plus même pour ces services-là. Ouais. Et tu n'es pas obligé de dire, tu as quand même une flotte considérable, je suppose. Oui, ça va. Quand il y a plus de demandes, on peut toujours prendre des voitures de location aussi. C'est aussi ça qui est intéressant ici parce qu'il y a même des entreprises qui ont des véhicules qui ne les appartiennent pas parce qu'ils travaillent en comment on appelle, sur leasing. Ils ont les contrats de leasing avec les véhicules. Ils prennent les véhicules pour une période utile seulement en fonction des contrats qu'ils ont et après ramènent et tout. Donc ça fait partie des charges fixes ou bien des charges partielles. Ça dépend du mode que l'entreprise opte à avoir, quoi. Donc pour la flotte, c'est pas ça qui est un problème. On peut du jour au lendemain mettre même 5 véhicules de location sur le marché. Ok. Bon, c'est un secteur, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un secteur extrêmement important pour l'économie. Et quand on parle d'économie, on parle du temps, on parle de l'argent, on parle des rendez-vous, on parle de... voilà. Comment est-ce que tu gères les imprévus comme les retards, comme les pannes dans ce secteur? Voilà. En ce qui concerne les retards, il faut d'abord aviser, il faut communiquer parce que d'autres personnes fonctionnent aussi du rendez-vous et attendent peut-être la marchandise que tu apportes pour pouvoir continuer à travailler dans sa flotte. Ça peut causer d'énormes dégâts s'il y a les retards dans une entreprise qui voulait par exemple utiliser le produit que tu venais livrer et ça crée une facture énorme qui va tomber sur ta tête. Donc du coup, la communication est très importante dans ce secteur. Et après, voilà, quand il y a les pannes, bon, on ne souhaite pas, mais on fait avec. Il y a les dépanneuses qui viennent là rapidement quand c'est quelque chose qu'on peut vite faire en 1-2 heures de temps. On part. Au cas contraire, il m'est arrivé parfois même d'aller louer un autre véhicule pour venir décharger carrément le contingent que j'avais pour pouvoir rattraper. Pour satisfaire la clientèle. Voilà, rattraper ma course. Donc, c'est un peu ça. Ça veut dire que tu as un budget que tu votes alors chaque mois ou alors chaque année. Il y a une caisse, il y a une banque, il y a un compte quelque part où il y a des petites réserves pour les imprévus et tout. Et après, donc, les imprévus aussi, quand ça arrive, c'est de différentes hauteurs. Souvent, je puise encore plus dans ma poche pour gérer l'imprévu, mais bon,
Ce sont des choses qui font partie de l'activité. Bon, quels sont les outils technologiques que tu utilises pour optimiser tes opérations logistiques? Donc, quand je parle d'outils technologiques, je parle par exemple par exemple à la digitalisation. Le côté digital. Oui, tu as parlé par exemple des GPS et tout pour contrôler tes véhicules, où tes véhicules sont et tout. Est-ce que tu as d'autres outils technologiques que tu utilises dans le cadre de ton activité? Non, pas directement outils, mais disons les réseaux sociaux. Parce que ça nous permet de faire une propagande, la publicité. La publicité. Voilà. Donc j'utilise pratiquement toutes les plateformes, WhatsApp, TikTok, Instagram, Facebook. J'utilise pratiquement toutes ces plateformes. Et j'ai aussi un site internet, exactement, je tenais à préciser. Et après, voilà, sur mes véhicules, il y a aussi mes graphiques. Tes coordonnées. Mes coordonnées. On essaie de faire tant qu'on peut pour attirer le plus de clientèle possible. Ok. Donc, quand tu regardes ton activité, comment tu te projettes, tu te vois où dans 10 ans? Tu te vois comme une entreprise comme DHL ou alors où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Très honnêtement, je me vois un peu comme pas directement comme DHL. DHL, c'est une autre dimension. C'est vraiment une autre dimension. Mais j'aimerais être vraiment propriétaire d'un grand magasin où je vais recevoir des marchandises de DHL. Donc, faire un peu l'activité que je fais actuellement. Ne plus être sous-traitant, mais être un point de distribution. Ah, je vois un peu. Être un point de distribution, un peu comme Amazon a des points de distribution, un peu repartis dans l'Allemagne parce que, voilà, il faut... Ça permet de limiter aussi les coûts dans le transport. Quand on crée les points de distribution où les marchandises seront concentrées avant d'être distribuées dans la petite zone. C'est-à-dire un point de distribution régional. Voilà. Bon, ça c'est un rêve, ça c'est un souhait. Il faut travailler pour. Oui, on parle en Allemagne actuellement de transport vert, c'est-à-dire que la pollution, les camions sont des grands pollueurs. Moi, je suis ingénieur en génie mécanique, je travaille sur plusieurs projets où on veut tout faire, on veut développer les véhicules électriques, on veut remplacer les moteurs à combustion interne par des moteurs électriques et tout, qui vont fonctionner avec l'électricité et tout. Voilà, est-ce que tu étais un peu penché, est-ce que tu intègres ça, ces enjeux de développement durable là, est-ce que tu as intégré ça? Disons que imaginer comment faire pour réduire le CO2 parce que on est obligé, disons qu'on est obligé. Tes camions dégagent beaucoup de CO2. Tous ceux qui sont dans le transport sont obligés de s'accommoder, c'est une règle. Voilà, le transport vert, c'est très important ici en Allemagne. Du coup, on essaie de renouveler la flotte du plus qu'on peut. Moi, particulièrement, j'essaie, quand un véhicule est déjà assez vieux, j'essaie plutôt de me débarrasser des plus vieux et d'essayer d'acquérir. Ah, ok, ça veut dire que tu fais l'effort, n'est-ce pas, d'intégrer, parce que ça remplit les normes de l'environnement et tout. Ce ne sont pas trop de pollueurs. Par exemple, mon dernier véhicule est de 2020. Ok. Et en plus, quand tu as une entreprise sérieuse, une entreprise qui a la solvabilité, tu n'as pas de problème à avoir les véhicules en leasing. Exactement. Et ça te permet, ou en financement. En financement, ça te permet, n'est-ce pas, d'avoir les véhicules. De payer sur une certaine durée et tout. Bon, maintenant, tu vas regarder la caméra et tu vas donner un conseil ou alors quelques conseils aux jeunes Camerounais ou alors aux jeunes Africains qui veulent se lancer dans ce secteur. Bon, voilà à vous, chers frères, aînés comme plus jeunes, qui ressentez l'envie de faire plus grand que ce que vous êtes en train de faire pour l'instant. Rapprochez-vous des aînés ou bien rapprochez-vous des structures qui sont déjà assez établies pour vraiment vous informer, vous former et d'être sur le bon côté. Quand je suis sur le bon côté, ça veut dire formellement, administrativement et financièrement même, juridiquement aussi, parce qu'il y a beaucoup de normes à respecter. Donc, rassurez-vous vraiment que tous ces aspects sont observés et lancez-vous. Lancez-vous avec beaucoup de hargne, beaucoup de discipline et beaucoup d'ambition. Voilà. Ne voyez pas seulement le résultat des autres, mais soyez prêts à faire le même sacrifice qu'ils ont fait pour avoir ces résultats. Et je suis sûr que chacun d'entre vous, vous arriverez à obtenir les résultats que vous souhaitez, voire même plus.
Donc, croyez en vous. Je suis sûr que là, dehors, il y a beaucoup de génies incompris, comme peut-être moi, j'étais il y a une certaine époque. Mais aujourd'hui, beaucoup voient les fruits et même m'ayant saboté à l'époque, essayent de se rapprocher vers moi pour voir comment ça marche. Bon, et en toute modestie, moi, je ne suis pas encore arrivé où je n'ai encore rien. Je ne suis pas encore arrivé où je souhaite. Mais en toute modestie, voilà, je reste ouvert et j'encourage tous ceux qui veulent se lancer comme moi à se lancer. Bon, est-ce que tu as parlé tout à l'heure que tu as un site internet. Est-ce que tu peux donner, tu peux mentionner ton site internet? Voilà. Alors, pour tous ceux qui veulent me contacter, j'ai un site internet au nom de felixdestransporteurs.com. C'est vrai qu'avec .de pour l'Allemagne, vous allez aussi trouver. Et pour l'email, c'est aussi felixdestransporteurs@yahoo.de. Ouais. Et les numéros de téléphone? Et le numéro de téléphone, c'est le 0163 16 94 963. Et à la base, c'était mon numéro privé, mais au fil du temps, plus de 1000, 2000, 5000 personnes ont ce numéro. Du coup, c'est devenu même le numéro du travail. En tout cas, toutes ces coordonnées seront mentionnées dans la description. Exactement. Donc, lance un coup dans la description, tu auras tous ces contacts-là. OK. Bon, voilà, Félix, on a balayé toutes les questions de la première partie. Je dois le dire, tu as été percutant. Je crois que tu as suffisamment développé en ce qui concerne ton entreprise, tes services et ton parcours jusqu'ici et tout. Maintenant, on va passer au quiz. Je vais te poser quelques questions. Tu vas me donner juste ton avis. Donc, si moi, je te dis, par exemple, entrepreneur ou employé, qu'est-ce que tu conseilles à tes jeunes compatriotes? Est-ce que tu conseilles à tes jeunes compatriotes de se lancer directement dans l'entrepreneuriat ou alors tu conseilles à tes jeunes compatriotes à être employé ou alors à opter pour le salariat et rester employé? Qu'est-ce que tu conseilles à tes jeunes compatriotes? Je peux conseiller, mais vous n'êtes pas forcé d'écouter mes conseils. Mais je conseillerais tous ceux qui ressentent vraiment une niaque en eux de se lancer dans l'entrepreneuriat. Directement ou bien non, bon, pas forcément directement, comme je l'ai dit plus tôt dans mon conseil. Vous pouvez commencer d'abord même en entreprise. Question d'acquérir toutes les compétences que vous avez besoin pour vous lancer peut-être après 1 an, 2 ans, 3 ans. On ne sait pas, donc voilà. Mais bon, on ne se lance pas aussi dans tous les secteurs d'activité. Les pilotes, par exemple, ne peuvent pas créer leur propre compagnie ou je ne sais pas quoi. Donc, c'est vraiment à chacun de voir le secteur d'activité auquel... Ou bien un militaire ne peut pas créer son armée. Voilà. Donc, à chacun de ressentir, de voir l'engouement qu'il y a en lui. Et puis, voilà quoi. Voilà, la deuxième question. Où est-ce que tu conseillerais un jeune compatriote qui est arrivé en Allemagne pour ses études, il a fini sa carrière, il a fini sa formation et tout, il a commencé à travailler et tout, il a épargné un peu d'argent et tout, il ne sait pas où investir. Qu'est-ce que tu conseilles à ce jeune compatriote-là d'investir en Afrique, en Occident, ou en Afrique et en Occident, ou alors d'abord en Occident, ensuite en Afrique, ou d'abord en Afrique, ensuite en Occident? Qu'est-ce que tu conseilles à ce jeune compatriote? Il n'y a même pas photo. Investissez là où il y a vos 2 pieds. Là où tu sauras que je vais aller au travail. Toi-même, tu vas être le moteur de ton entreprise et où tu pourras avoir la même mise, contrôler ton activité. C'est d'abord où tu es. Après, si ta vision est encore plus grande, élargie et tout, tu peux faire ce que tu veux ailleurs, mais investis d'abord où tu te trouves. Bon, tu fais pas mal de bénéfices actuellement et tout. Est-ce que tu as pensé à te lancer un peu dans l'immobilier pour sécuriser tes bénéfices et tout? Je ne fais pas de bénéfices. Bon, oui, c'est que voilà, tu ne tournes pas à perte. Sinon, tu aurais arrêté l'activité. Il y a quand même quelque chose qui reste à la fin, quand tu fais ton bilan et tout. Est-ce que tu as pensé à sécuriser ces bénéfices-là dans l'immobilier? Parce que moi, je suis un passionné de l'investissement immobilier. Est-ce que tu as pensé à ça, acheter quelques biens immobiliers, mettre en location ou alors acheter peut-être ta résidence principale pour y vivre à l'intérieur? Est-ce que tu as pensé à ça? Oui, disons que ça c'est quelque chose qui me tourmente l'esprit depuis. Ça a commencé même quand j'ai fait la perte là dans mon dernier investissement. Je me suis dit que si je m'étais lancé dans l'immobilier, aujourd'hui je serais encore là, je serais en train de voir l'immeuble ou l'appartement. Mais disons que depuis lors j'ai mûri cette idée. Et
disons, c'est la prochaine étape. Ouais, je crois que je vais me lancer maintenant dans le secteur immobilier. Ouais, c'est plus sécurisant. C'est vrai que ça a beaucoup de risques aussi, comme il faut s'informer, voir tous les risques qu'il y a autour. Exactement. Mais c'est la prochaine étape. Non, c'est super. En tout cas, si c'est dans ta planification, c'est une très bonne chose. Il y a beaucoup de possibilités d'investissement, hein, mais l'immobilier, je vais dire, c'est un moyen parmi plusieurs moyens où tu peux sécuriser tes revenus. Ouais. Ok, non, c'est intéressant. Tu t'intéresses certainement à la politique camerounaise, puisque d'ici quelques mois, en octobre 2025, c'est les élections présidentielles et tout. Si je dis professeur Maurice Kamto, qu'est-ce que tu penses de ce monsieur? Qu'est-ce que tu peux dire de ce monsieur? Je dirais que le professeur Maurice Kamto, je l'ai connu personnellement pendant les périodes des élections 2018 au Cameroun. Je dois dire qu'avant, je ne m'intéressais pas trop à la politique, à tort ou à raison. Ne me jugez pas. Mais dès lors, je crois que tout le monde a plus connu quel homme il est, disons comme ça. Pour moi, c'est une bibliothèque. C'est une bibliothèque mobile, une richesse, franchement, qu'on doit chérir, qu'on doit garder précieusement comme de l'or, parce qu'il a un bagage intellectuel et une capacité à diriger et à résoudre les problèmes. On a tous vu, c'est à lui qu'on doit une grosse partie de l'acquisition de notre parcelle de Bakassi. Donc, dans son domaine qui est le droit, c'est le summum. Voilà. Donc, j'ai un énorme respect pour lui et pour son parcours politique aussi, pour sa vision politique et pour sa feuille de route. Il est très convaincant. Moi, particulièrement, j'ai un penchant pour lui. Mais voilà, actuellement, il y a une polémique au Cameroun sur sa candidature et tout. Voilà, il n'a pas le MRC, qui est son parti, le parti qui va l'investir, n'a pas d'élus, pas de députés, pas de conseillers municipaux et tout. Et voilà, pourtant, pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut au moins un élu. Mais actuellement, ils veulent utiliser, ou alors ils veulent quelques élus des autres partis politiques ont décidé de démissionner, de quitter leur parti politique pour rejoindre le MRC pour pouvoir donner la possibilité au professeur Maurice Kamto de poser sa candidature pour la présidentielle. Est-ce que ça ne voudrait pas dire que M. Maurice Kamto a fait une erreur en 2020 de boycotter les élections municipales et législatives? Certes, j'aurais souhaité personnellement que le MRC aille aux élections municipales et tout, parce qu'ils auraient raflé beaucoup de postes, que ce soit dans à l'Assemblée nationale ou dans les conseils municipaux ou bien au Sénat. Mais de mon niveau de compréhension en ce qui est du droit et la cour, comment on appelle de la Constitution. De la Constitution du Cameroun, je pense que le professeur Maurice Kamto est mieux placé que moi. Donc, ces choix sont, pour moi, à respecter, parce que je suis une graine de sable à côté de lui. Donc, et du coup, je vais te répondre en ce qui concerne les élections actuelles, puisque tu dis qu'il n'a pas d'élus et tout, de conseillers et tout. Pourquoi tu affirmes directement qu'il n'a pas d'élus? Parce qu'il n'est pas allé aux dernières élections. Quand je parle d'élus, par exemple, le MRC à l'Assemblée nationale n'a pas de députés. Le MRC n'a aucun maire. Le MRC n'a aucun conseiller municipal. Maintenant, actuellement, pour pouvoir être candidat, il faut au moins un élu. Et actuellement, il y a par exemple l'honorable Nietzsche qui c'est où je voulais en venir. Qui rejoint donc, ou alors qui veut donner la possibilité à M. Maurice Kamto de se... Moi, je vais répondre du niveau d'actualité que moi, j'ai acquis. C'est où je voulais en venir. Parce que je crois que la Constitution, par son article, je crois, 15, je crois qu'il y a deux volets, A ou 1 ou 2, ou 15A ou B, dit que le député est l'élu de la nation et non l'élu pour son parti politique. Et après que tout mandat impératif est nul, c'est-à-dire que le mandat que la nation te confère en te votant, c'est un mandat que tu prends pour toi. Oui, c'est pour toi, c'est pas pour le parti. Donc, que tu quittes ton parti ou que tu restes dans le parti, c'est toi que la nation a voté en fait, tu vois. Et donc, je crois qu'on a plusieurs exemples.
C'est la même constitution en France. Je crois que cette loi est la même en France. Oui, je suis Et il y a les d'accord. députés en France aussi qui ont à changer de parti. Je suis d'accord. C'est la même en Côte d'Ivoire. Il y a les députés ou bien des élus de la nation, pour ne pas parler avec certitude. Mais il y a des élus de la nation qui ont changé de parti plusieurs fois, certains même cette année, Oui. ou bien pour rejoindre le parti de Laurent Gbagbo. Oui, oui. Je crois que c'est comme ça qu'ils avaient fait. Donc, Donc pour toi, c'est un non-événement en fait. c'est un non-événement. Donc, Si, il n'y a pas de doute que M. Maurice Kamto sera candidat selon toi. Ouais, selon moi, parce que c'est la loi. Parce que c'est la loi. Et je pense que même au parti au pouvoir, il y a certains membres, certains élus qui se sont rattachés au parti au pouvoir venant d'autres partis politiques. Oui. Voilà. Et là, ça n'a pas fait débat. Donc je pense que s'il faut respecter la loi, voilà, la loi est écrite noir sur blanc. C'est pas quelqu'un qui dicte. C'est la constitution d'un pays et voilà quoi. Bon, et si je te dis M. Samuel Eto'o, qu'est-ce que tu penses de M. Samuel Eto'o en tant que footballeur et en tant que manager? M. Samuel Eto'o, c'est le dieu du football en Afrique. Pour moi, c'était un monument parce que pour ma petite expérience, j'ai eu à escalader même les barrières du stade annexe de Fandena, juste pour aller voir imagine les entraînements, même pas les entraînements, mais les voir sortir des entraînements, juste marcher quelques minutes là. Donc, pour te dire à quel point, bon, lui, comme l'équipe nationale, pour moi, bon, je les ai idolâtrés. Et il a aussi fait beaucoup de choses pour la jeunesse, où moi particulièrement, même dans ma famille, il a impacté. Parce que j'ai un cousin qui a fait la Masia, le centre de formation de Barcelone. Donc, il a véritablement changé la vie de beaucoup de familles au Cameroun. Oui. Parce qu'il avait sa vision. Oui. Voilà. Donc, Qui est à saluer. Moi, je lui accorde tout l'honneur qu'il mérite et tout. Mais avec le temps, on grandit et on commence à avoir notre propre appréciation de certains faits et gestes ou bien des actes que pose chacun. Exactement. Et je dois personnellement dire que je ne suis plus trop fan de lui. Je ne suis plus trop fan de lui de par sa démarche qu'il a surtout imposée en tant que manager. En tant que manager, de par sa démarche d'après sa carrière. J'étais très fier qu'il arrive à Africa Foot, par exemple, mais de par ses démarches là-bas, c'est sa manière à être omniprésent, ses choix, être partout, de tout diriger, de tout contrôler, de ne pas laisser les gens respirer et tout. Quelque part, je n'étais pas le seul à remarquer, il y a toute la toile à remarquer qu'il était omniprésent, il parlait au vestiaire, il parlait au stade, il s'entraînait avec les joueurs, tout. Bon, ce qu'on n'a jamais vu ailleurs, ni jamais vu d'ailleurs, jamais vu. Ça n'existe pas. Pour un poste de président de fédération, voilà. Et moi, je ne contourne pas pour dire que la non-sélection, par exemple, de certaines personnes à la Coupe du Monde, l'année Coupe du Monde au Qatar 2022, il était pour beaucoup. Bon, il était pour, d'ailleurs même pour le choix des listes et tout. C'est son omniprésence là et tout à la fin qui, en fait, a enlevé le fanatisme que j'avais en lui. Bon, ça, ce n'est pour parler que de moi. Oui, M. Samuel Eto'o, a pris les rênes de la FECAFOOT. C'était en décembre 2021. Si on veut faire un petit bilan, tu considères ça comme un bilan négatif? Ou alors tu le considères comme un piètre manager, ou alors comment est-ce que tu vas qualifier son bilan de ces 3 dernières années, ou alors ces 4 dernières années? Je qualifierais son bilan de passable. Parce que moi, pratiquement, je ne vis plus au Cameroun. Ceux qui ressentent l'impact de sa présence là, ce sont les joueurs camerounais qui jouent au championnat camerounais. Mais au niveau international, je pense que nous tous, on voit les résultats sur les réseaux sociaux. On n'a pu rien gagner. L'équipe junior, toutes les catégories juniors. Je crois qu'il y avait un bilan dernièrement sur Internet, sur plusieurs pages Facebook. Toutes les catégories juniors n'ont plus rien gagné. Et ça, c'est une triste réalité. Et surtout avec le potentiel qu'on a. Les générations de joueurs qu'on a aujourd'hui qui sont des pépites un peu partout dans leur club, je trouve que c'est très dommage. Et quelque part, c'est ça, c'est ce que je disais, son infiltration un peu dans le travail des autres, la même mise sur toutes les listes, ce qu'il veut qu'on fait, ainsi de suite. Il y a par exemple les arbitres, par exemple, voilà,
ça fait 3 ans, certains arbitres n'ont reçu pas de prime, pas de salaire, Ouais. rien. Ils n'ont même pas d'équipement pour une fédération. Ouais, Alors et certains, pour une fédération, alors on veut professionnaliser le football au Cameroun, mais il y a des arbitres qui n'ont pas d'équipement, qui font 3 ans sans prime, qui font 3 ans sans salaire. Ils font comment pour joindre les deux bouts? Ils ne vivent pas moi, de leur art. je ne peux parler que de ce que j'ai comme preuve parce que tout le monde voit ça sur les réseaux sociaux ou quand les Lions juniors jouent, tout le monde voit. On ne peut pas truquer ça et tout. Mais en ce qui concerne vraiment, comme je disais, ceux qui vivent au Cameroun, le championnat camerounais, le système camerounais, ce sera à eux d'apporter leur appréciation. C'est pour ça que pour moi, le bilan de M. Samuel Eto'o, il est passable, surtout avec l'effectif qu'on a ces 4-5 dernières années. Et si je dis Michael Ngande, qu'est-ce que tu penses de ce champion, de ce guerrier? Ouais, c'est un guerrier, c'est un champion, un grand champion. Et une source d'inspiration aussi, parce que il faut connaître la personne, il faut voir son parcours. Et quand un individu a un parcours comme celui-là, c'est vraiment à saluer, parce qu'il vient de loin, comme on dit, partir de zéro pour être aujourd'hui un héros. Voilà, et relationnellement, c'est-à-dire personnellement, je l'admire beaucoup, de par ses conseils, de par sa manière de réfléchir, sa vision, son calme, voilà, de son par charisme, sa personnalité. Je l'admire beaucoup. C'est un grand frère, c'est le grand frère que j'ai toujours souhaité avoir, que Dieu a placé sur mon chemin. Voilà, on se connaît depuis une quinzaine d'années. Et professionnellement, je l'admire aussi énormément parce qu'il est très discipliné, très assidu. La preuve, on voit le résultat sur le terrain. Et dans les différents clubs où il est passé. On le considérait il y a quelques années, bon, c'est vrai qu'il est déjà en fin de carrière, on le considérait il y a quelques années comme le remplaçant de Raymond Kalakongo. Ah ouais, parce qu'ils ont le même profil, la taille, le gabarit, le calme. Je vais dire, voilà, je vois Kalakongo en lui. Ouais, c'est un bâtiment, Ça, c'est aussi un aspect qu'il ne faut pas négliger. Et il nous a été d'un grand apport. Il est l'un des piliers de la Coupe d'Afrique des Nations de 2017 qu'on a remporté au Gabon. Exactement. Moi, j'étais tous fiers de lui. Je pense que je ne pourrais pas le décrire ici en ces quelques minutes. Mais bon, et qu'est-ce que... Voilà, avec M. Samuel Eto'o, ce n'était pas trop ça. Comme tu es un peu proche de lui, est-ce que... qu'est-ce qui s'est passé au juste? Ou alors, qu'est-ce qui ne marche pas entre ces deux individus? J'ai l'impression que Michael Ngande, quand je regarde, juste comme un profane, je ne connais pas les dessous et tout, mais quand je regarde le faciès de Michael Ngande lorsque M. Samuel Eto'o passe, ça change. Ce n'est pas trop ça. Ouais, vous savez, ce sont des hommes, hein. Ce sont des hommes, ils ont eu à travailler ensemble. Je pense que ça n'a pas toujours été... La relation qu'ils ont n'a pas toujours été celle-ci. Hein. Je pense qu'ils se sont très bien entendus aussi à un moment donné. Parce qu'après tout, c'est le Cameroun qui est devant, c'est le résultat, c'est le peuple qui est important. Donc, je crois que tout a commencé après, je crois, la victoire 1-0 qu'on a contre la Namibie. Je ne sais plus quel pays c'était, où il y a un certain journaliste qui aurait dit que Michael Ngande a bagarré avec Zambo Anguissa. Ce qui était archi faux. Jean Lambert, non? C'était Jean Lambert, non? Oui. Ce qui était archi faux pour la carrière du journaliste qui était de raconter une histoire pareille. Je ne sais pas dans quel objectif c'était, mais c'est avec le temps peut-être qu'on a compris que c'était quelque part pour commencer à mettre les bâtons dans ses roues, saboter certaines personnes et les écarter petit à petit, quoi. Ça, c'était mon interprétation à moi, parce que moi, ça m'a fait mal, particulièrement ça m'a fait mal. Je suis un proche, ça m'a fait mal de le voir être aussi rabaissé là-bas. Et il ne méritait pas ça. Moi, je ne contourne pas. Donc, du coup, c'est là, après le discours, que je pense que M. Samuel Eto'o a tenu au vestiaire. Et son comportement a commencé à changer, et tout. Et tel que je connais Mike, c'est quelqu'un qui ne contourne pas aussi, il ne tourne pas autour du pot pour te dire ce qu'il a à te dire. Peu importe qui se place devant lui, je pense que s'il a à te dire, il va te dire. Parce que même avec les mains aussi, il peut suivre ça. Donc... c'est pas forcément ça la garantie. C'est quand même un bâtiment et je vais dire, il doit pouvoir... Je veux dire, par rapport à
je veux dire, quand tu as quelque chose à dire, par rapport à beaucoup qui préfèrent rester en arrière et se laisser marcher dessus, je trouve que c'est quelqu'un qui trouvera les mots. Il dit ce qu'il pense. Pour te dire, en toute politesse, en toute politesse, en toute ouverture. Ouais, parce que voilà, nous sommes les hommes, nous sommes appelés à... On a déjà choqué plusieurs fois également, mais après, on se dit ce qu'il faut se dire et on avance. Donc, je pense que c'est peut-être quelque part sa clarté là, sa personnalité son franc-parler à quelque part. Sa personnalité, c'est cette expression, oui. C'est ça qui dérange en fait. Il a aussi un peu dérangé l'équipe nationale. Ok. En tout cas, je vais dire, comme tu l'as dit tout à l'heure, si on te laisse parler de Mike Ngande, tu vas parler ce soir. Donc, je peux te comprendre. En tout cas, vraiment, Félix, tu as brossé toutes les questions de mon questionnaire. Ouais. Nous avons parcouru toutes les questions que j'avais prévues pour cette interview. Tu vas regarder la caméra et tu vas donner le mot de fin. Alors, merci beaucoup pour cette opportunité que tu m'as offerte de m'exprimer sur ton panel. J'espère que notre entretien a été très, très riche et que ça va inspirer beaucoup d'autres personnes. Voilà, à se lancer. Parce que le plus important, c'est l'entrepreneuriat qu'on voulait mettre en avant. C'est le mindset qu'on voulait que les gens cultivent. Donc, j'espère que ça vous apportera un plus. Et voilà, n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Je te souhaite d'ailleurs de décrocher d'autres interviews à la dimension de ta chaîne parce que moi, particulièrement, c'est un honneur. Donc, continue dans cette lancée. Tu fais du bon boulot pour nous, tes petits frères. Merci. Et voilà quoi, portez-vous bien, restez scotchés. Voilà. En tout cas, je vais profiter pour dire ceci. Mon objectif avec ces interviews, c'est de booster l'intelligence camerounaise. C'est un moyen pour moi, n'est-ce pas, de donner un coup de main à tous les Camerounais ou alors à tous les Africains qui se démarquent. Ok, donc moi je suis ouvert. Il ne faut pas une condition spéciale pour bénéficier de cette interview parce que là c'est une occasion en or aussi de parler de tes services, de parler de ton entreprise et tout. Donc du coup, si tu es un entrepreneur ou alors tu es quelqu'un qui s'est démarqué ou alors voilà, tu as quelque chose à partager avec les compatriotes, n'hésite pas de me contacter. Mes contacts sont dans toutes mes descriptions. Tu me contactes et puis on prend rendez-vous. Je regarde mon agenda. Si ça passe, on s'assoit, on fait une interview comme ça. Tu parles de toi, tu parles de tes services, tu parles de ton entreprise et tout. Voilà, donc il ne faut pas hésiter. Moi, je suis là pour donner un coup de main. C'est ma manière à moi de soutenir l'entrepreneuriat dans notre communauté. C'est ma manière à moi de soutenir l'intelligence camerounaise. Donc, merci encore à toi, Félix, pour cette interview. Merci pour ton temps. Merci d'avoir rendu possible cette interview. J'espère que toi, tu t'es régalé parce que moi, je me suis régalé. Énormément régalé. C'était très enrichissant. Oui, et je suppose que mes téléspectateurs se sont régalés également. Merci encore à toi. Et tout le plaisir est je te souhaite déjà partagé. Bon vent pour la suite. Je te souhaite bonne chance dans tes activités. Merci. Tu as dit que dans 10 ans, tu veux te voir propriétaire d'un grand magasin, voilà, propriétaire d'un magasin de distribution et tout. Je te souhaite ça. Vraiment beaucoup de courage pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu entreprends. Et aussi, n'hésite pas de temps en temps d'intégrer aussi les jeunes compatriotes dans ta vision. Ok. Donc, encore merci encore et je te souhaite un excellent week-end et très bonne route et passe une excellente semaine. Merci à beaucoup. Plus tard. Ciao. Ciao.